20,8% par an. C'est la performance annuelle moyenne des plus grandes entreprises du Nasdaq sur les 10 dernières années. Dans le même temps, le livret A est passé d'un maigre rendement de 1,75% par an à un taux ridicule de 0,5% par an. Oui, moins que l'inflation. Alors, j'ai une question pour vous. Un des deux est le placement financier préféré des Français. Lequel? La réponse est le livret A. Si tout comme moi vous trouvez ça absurde, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Nasdaq, cette bourse américaine des géants de la tech et sa performance impressionnante. À la fin de la vidéo, vous saurez les principales choses à connaître sur le Nasdaq et surtout pourquoi c'est dans votre intérêt de vous y intéresser. Pour ça, je détaillerai un peu les performances récentes de cette bourse en la comparant avec 3 placements financiers connus des Français. Je parlerai ensuite des performances futures qu'on peut attendre et enfin de concrètement comment vous pouvez investir si vous êtes intéressé. C'est parti. Alors, le Nasdaq est une bourse américaine basée à New York. C'est la seconde la plus importante au monde en valeur d'entreprise derrière le New York Stock Exchange, lui aussi basé à New York. C'est une bourse assez récente puisqu'elle a été fondée seulement en 1971, quand la bourse de Paris et le New York Stock Exchange ont chacune plus de 200 ans. La particularité du Nasdaq, c'est de s'être positionné dès le début comme la bourse de l'innovation. Ça a été la première bourse au monde à être entièrement électronique, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de personne présente physiquement pour passer des ordres d'achat et de vente. Et c'est une bourse qui a très rapidement attiré les entreprises technologiques américaines. On peut citer par exemple les 4 entreprises du GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui sont toutes cotées au Nasdaq. Cependant, il faut quand même préciser que le Nasdaq n'est pas composé uniquement d'entreprises technologiques. Il y a des entreprises alimentaires telles que Pepsi ou Starbucks, des entreprises financières et en fait presque tous les secteurs d'activité sont représentés. Cela dit, la réputation de bourse des entreprises technologiques qu'a aujourd'hui le Nasdaq est entièrement justifiée. D'une part parce que les plus grandes entreprises technologiques américaines et dans une certaine mesure mondiale sont cotées au Nasdaq et d'autre part parce que les plus grandes entreprises du Nasdaq, notamment les 100 plus grandes d'entre elles, sont des entreprises technologiques. Alors maintenant que vous savez l'essentiel sur le Nasdaq, on va parler pourquoi vous devez vous y intéresser. Alors la réponse est simple, c'est pour la performance impressionnante des entreprises présentes sur cette bourse. Cependant, un point vous surprend peut-être. Je parle d'une performance globale. Or, le Nasdaq est composé de centaines d'entreprises qui évoluent chacune d'une manière indépendante. Comment est-ce possible? C'est possible en utilisant un indice. Un indice, dans un marché financier, c'est une formule qui va agréger les cours individuels en une seule valeur. Dans le cas du Nasdaq, il existe plusieurs indices. Je vais me concentrer sur le Nasdaq 100, car c'est un des plus populaires et c'est un qui a eu une performance assez exceptionnelle ces dernières années. Le Nasdaq 100, c'est les 100 plus grandes entreprises du Nasdaq hors entreprises financières. Et justement, sur les 10 dernières années, sa performance cumulée a été de 550%. C'est-à-dire que si vous aviez investi 10 000 $ mi-2010, vous auriez aujourd'hui mi-2020 65 000 $. Ça donne une performance annuelle moyenne de 20,8% par an. Alors je précise ici, et c'est valable pour tous les chiffres que je vais donner dans la vidéo, que je parle à partir des performances et des chiffres à notre disposition en mi-juillet 2020. Donc suivant le moment auquel vous regardez la vidéo, ça pourra varier à la hausse ou à la baisse, mais ça donne une idée. Donc cette performance de 20,8% par an, c'est une performance assez exceptionnelle. Et pour vous en convaincre, je vais faire la comparaison avec 3 placements financiers connus des Français. Le premier, c'est le livret A, et plus généralement en fait tous les livrets réglementés, type livret développement durable et les autres. Alors ils ont chacun un taux qui varie d'un à l'autre, mais ils ont pour point commun d'avoir un taux qui est inférieur à l'inflation. Alors l'inflation a été estimée par l'INSEE en 2019 à 1,1%. C'est-à-dire donc que si vous investissez dans ces placements, vous avez la garantie de perdre de l'argent. Et ça, c'est quand même assez ironique pour un placement. Deuxième point de comparaison, c'est le CAC 40. Alors tout comme le Nasdaq 100, le CAC 40 est un indice. C'est l'indice qui regroupe les 40 entreprises les plus valorisées de la bourse de Paris. Sur les 10 dernières années, sa performance cumulée a été de 108%. C'est-à-dire que si vous aviez investi 10 000 € mi-2010, vous auriez aujourd'hui mi-2020 20 800 €. Ça nous donne une performance annuelle moyenne de 7% par an. Et 7% par an dans l'absolu, c'est pas mal, surtout si votre point de comparaison, c'est les livrets. Mais ça reste quand même loin de 20% par an. Et troisième point de comparaison, l'immobilier. Alors si on place de côté les livrets qui sont à mes yeux pas vraiment des placements, l'immobilier reste le placement préféré des Français. Alors je ne vais pas ici vous parler d'une moyenne nationale car ça n'a pas de sens. L'immobilier varie d'une région à une autre, d'une ville à une autre, voire d'un quartier à un autre. Cela dit, vu qu'on parle de chiffres, il faut quand même que je prenne un exemple. Donc je vais prendre le cas de la ville de Paris.
parce que Paris est la ville la plus peuplée et c'est celle qui a le marché immobilier le plus dynamique. Sur cette ville, obtenir un rendement global de 10% par an relève plutôt du scénario optimiste. Ça suppose que vous sachiez bien ce que vous faites ou soit que vous ayez de la chance. En pratique, vous allez plutôt tomber sur 7 ou 8% par an, voire un peu moins. Alors par rendement global, j'inclus à la fois la plus-value, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de revente, et le rendement locatif, c'est-à-dire l'argent que vos locataires vous payent chaque mois. Cela dit, dans un cas ou dans l'autre, on reste loin de 20% par an. Et je tiens à préciser une chose, c'est que ces chiffres-là sont dans la description si vous voulez le détail. Et plus généralement, tous les chiffres que je mentionne dans la vidéo sont dans la description. Donc voilà, on reste loin de la performance du Nasdaq et avec les inconvénients de l'immobilier, tels que la gestion des locataires, les réparations, etc. Mais je ferai une vidéo dédiée à l'investissement immobilier parce que je sais que c'est un des investissements préférés des Français dans laquelle je parlerai du coup des avantages, parce qu'il y en a quand même, des inconvénients et surtout à quel point l'investissement immobilier se compare avec d'autres types d'investissements. C'est ça surtout qui doit nous intéresser. Bon, maintenant que vous avez vu la performance récente dont le Nasdaq 100 a été capable et à quel point cette performance se compare favorablement avec d'autres types d'investissements, on va parler des performances futures. Alors on ne peut pas faire une vidéo d'investissement sans parler des performances futures. Et oui, les performances futures, c'est ce qui vous importe le plus. Vous n'êtes pas intéressé par ce que Monsieur Dupont, qui a eu la brillante idée d'investir dans le Nasdaq il y a 10 ans, a pu obtenir. Vous êtes intéressé par ce que vous pourrez obtenir vous si vous investissez maintenant. Alors cette partie est la plus dense, mais elle est essentielle. Elle est essentielle parce que investir en bourse, ce n'est pas une affaire de hasard. On n'est pas au casino en train de faire tourner une roue de la fortune en espérant qu'elle s'arrête sur le chiffre le plus élevé. On ne peut pas non plus se baser sur les performances passées pour en déduire les performances futures. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le Nasdaq, qui a fait autour de 20% par an les 10 dernières années, fera nécessairement autour de 20% par an les 10 prochaines années. Et ça, pour s'en convaincre, il suffit de prendre un exemple. Je vais prendre le cas de General Electric, l'entreprise industrielle américaine. Comme vous le voyez, dans les années 90, la performance de l'entreprise a été excellente. Pourtant, à partir du début des années 2000, l'entreprise n'a fait que chuter et elle n'a jamais repris sa valeur antérieure. Alors la bonne nouvelle pour nous, c'est que lorsqu'on investit dans un indice, ce genre de situation dramatique est moins probable. Parce qu'en réalité, quand on investit dans un indice, on met en pratique ce proverbe « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Dans le cas du Nasdaq 100, on investit en fait d'un coup sur 100 actions à la fois. Et il est peu probable que les 100 actions se mettent à chuter de manière brutale. Cependant, il faut quand même comprendre l'indice dans lequel on investit parce que certains indices ont une bonne performance et d'autres ont une performance un peu médiocre. Alors dans le cas du Nasdaq 100, on est en fait face à un indice qui a des entreprises qui ont deux caractéristiques. La première, c'est qu'il s'agit majoritairement d'entreprises américaines, à l'exception d'une petite dizaine d'entre elles. Et ça, c'est quelque chose de positif, parce que les entreprises américaines sont celles qui ont eu la meilleure performance bourse au cours du XXe siècle globalement et au début du XXIe siècle également, devant les entreprises européennes et devant les entreprises asiatiques. Et pour être précis, sur les 100 dernières années, les entreprises américaines ont eu une performance annuelle moyenne légèrement supérieure à 10% par an. C'est donc très bon. Deuxième point commun à ces entreprises, c'est qu'il s'agit majoritairement d'entreprises technologiques. Alors je vous ai dit que précédemment, oui, voilà, il y a quelques entreprises comme Pepsi ou Starbucks qui ne sont pas des entreprises technologiques, mais si on regarde de plus près l'indice, on s'aperçoit qu'en fait un bon 3/4 de la valeur de cet indice vient d'entreprises qu'on peut considérer comme entreprises technologiques. Alors la question centrale qu'on va se poser, c'est est-ce que les entreprises technologiques américaines ont une perspective favorable sur les années à venir ? Si on est capable de répondre par oui, on investit. Si on n'est pas capable de répondre par oui, on n'investit pas. Alors pour être capable de répondre à cette question, il faut en fait zoomer. Parce que derrière le mot d'entreprise technologique, on est en fait face à deux types d'entreprises. Ce que j'appelle les entreprises technologiques pures et ce que j'appelle les entreprises technologiques étendues. Alors à quoi ça fait référence ? Les entreprises technologiques pures, ce sont des entreprises qui vendent du matériel ou du logiciel. C'est des entreprises comme Microsoft, comme la section cloud de Amazon, ou des entreprises un peu moins connues du grand public comme Cisco dans les réseaux informatiques et téléphoniques, ou encore DocuSign qui fait des solutions d'authentification et de signature en ligne. Alors ces entreprises gagnent de l'argent lorsque les particuliers s'équipent en produits technologiques, et ça je le mentionne parce que c'est notamment la source de revenus principale d'Apple, et Apple qui est aujourd'hui la première entreprise au monde. Mais si on prend ces entreprises-là au global, elles gagnent en fait surtout de l'argent lorsque les entreprises de tout type achètent de la technologie pour se digitaliser.
Alors c'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu, mais qui fait référence à énormément de choses différentes. Ça peut tout aussi bien faire référence aux dépenses que les entreprises font pour améliorer leur processus, c'est-à-dire améliorer leur efficacité et réduire leurs coûts, ou des dépenses qu'elles font en technologie pour améliorer leurs produits et services. Et aujourd'hui, les entreprises dépensent massivement dans la technologie. En 2019, le cabinet de recherche IDC a estimé que les entreprises dépensent en produits et services technologiques 1,3 trilliard de dollars. Et ce même cabinet de recherche estime que ce montant va passer à 2,3 trilliards en 2023. Donc ça fait un quasi doublement du montant en l'espace de 4 ans. Et c'est difficile d'avoir une perspective plus favorable que ça. Deuxième type d'entreprise, les entreprises technologiques étendues. Alors contrairement aux premières, elles ne vendent pas de matériel et pas de logiciel. Il s'agit en fait d'entreprises présentes dans différents secteurs d'activité, mais qui ont pour point commun d'avoir la technologie au cœur de leur business model et au cœur de leurs opérations. Alors concrètement, ça fait référence à des entreprises présentes dans des secteurs d'activité existants et qui sont arrivées avec une offre nouvelle, à la fois moins chère ou meilleure. Donc concrètement, c'est des entreprises comme Expedia ou Booking dans le domaine de la réservation de voyages, des entreprises comme Netflix dans le domaine du divertissement vidéo, ou encore une entreprise comme Amazon dans le domaine du commerce. Derrière ce terme, j'inclus également des entreprises d'un type nouveau qu'on ne connaissait pas avant l'époque d'Internet, que sont les plateformes et les réseaux sociaux. Donc concrètement, ça fait surtout référence au cas de Google et au cas de Facebook. Alors parler de la performance et de la perspective future de ce type d'entreprise au global est plus difficile parce qu'on est face, comme je l'ai dit, à des entreprises qui sont dans différents secteurs d'activité. Pour ne prendre qu'un exemple, je vais prendre le cas du e-commerce. Le e-commerce en 2019 ne représentait seulement que 10% de la totalité des ventes au niveau mondial. Et il n'y a pas raison que ce chiffre ne soit pas à 30 ou 40% de la totalité. Et d'ailleurs, les estimations vont vraiment dans un sens crescendo et à terme, c'est probablement ce qu'on devrait atteindre. Et ça, c'est juste un chiffre et un exemple. Et plus globalement, je pense que cette tendance de digitalisation s'applique à énormément de secteurs d'activité. Donc si on résume la totalité, entreprise technologique pure et entreprise technologique étendue, on est face à des perspectives qui sont très favorables. Alors précisément, comment cette tendance favorable va se traduire dans le cours de bourse sur les 5 ou 10 années à venir ? Je ne sais pas. Et à vrai dire, personne ne peut le dire, parce qu'il n'est pas possible de prédire avec précision sur une période aussi longue, il y a tellement de facteurs impliqués. Cela dit, je pense, et j'ai une opinion forte dessus, que le Nasdaq 100 aura une performance supérieure à la moyenne du marché américain sur cette période. Et comme je vous ai dit, le marché américain est celui qui a la performance la plus importante en général au niveau mondial. Et ça pour moi, c'est largement suffisant pour me faire acheter. Et je vous recommande de faire de même parce que je pense qu'on est face à un des investissements les plus intéressants de notre époque. Alors si vous êtes intéressé par investir, je vais maintenant vous montrer comment concrètement investir ou plutôt qu'acheter. Alors jusqu'à présent, je vous ai parlé du Nasdaq 100 comme d'un indice. Et je vous ai dit que les indices, ce sont des formules mathématiques. Or, comme vous le savez bien, une formule mathématique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter à un prix donné et revendre plus tard plus cher en faisant un profit. Alors comment on fait ? La solution, c'est d'utiliser un ETF. Un ETF en anglais, c'est Exchange Traded Fund. En français, ça se traduit littéralement par fonds négociés en bourse. Et plus communément, on appelle ça tracker d'indices. C'est en fait un instrument qui va vous permettre de répliquer indirectement la performance d'un indice. Et ça, c'est super. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, si on prend un exemple, si vous achetez un ETF qui réplique la performance du Nasdaq 100 en début d'année pour un montant, disons, de 100 €, et que durant l'année, le Nasdaq 100 progresse de 14%, si vous vendez en fin d'année cet ETF, vous obtiendrez quelque chose comme 113 € et quelques centimes. Alors pourquoi 113 € et quelques centimes et pas 114 €? C'est parce que l'ETF n'est pas gratuit. L'entreprise qui crée ce produit et qui vous le vend va vous charger un petit coût. Ce coût est en général un pourcentage du montant que vous investissez. Ce pourcentage est autour de 0,5% en général. Donc ça fait un coût qui est quand même très faible pour avoir accès à des investissements de qualité. Sur mon ordinateur, et je vais vous présenter deux ETF qui répliquent la performance du Nasdaq 100. Le premier, c'est le plus connu au niveau mondial, c'est un ETF américain qui s'appelle QQQ. Donc vu qu'il est très connu, il apparaît premier dans les résultats de recherche sur Google. Et on a même un graphique qui nous présente la performance de cet ETF. Donc si on part à milieu 2010, on voit que cet ETF était autour de 45 $. Et aujourd'hui, il est à
plus de 280 $. Donc c'est en phase avec ce que je vous disais, une performance exceptionnelle. Et comme on le voit sur le graphique, ça n'a fait quasiment que monter sur cette période. Donc je ne vais pas m'attarder davantage sur cet ETF et plus généralement sur les ETF américains, parce qu'en fait, ce n'est pas les plus pratiques pour les investisseurs européens et français. Pour des raisons de conversion des devises entre l'euro et le dollar, puis le dollar et l'euro si vous voulez rapatrier l'argent, parce qu'il va y avoir des frais autour de ça et que les devises peuvent varier dans un sens qui ne joue pas en votre faveur. Aussi pour des raisons de taxation, parce que du côté américain, il va y avoir une certaine taxe qui va s'appliquer que vous n'aurez pas à payer si vous investissez dans des ETF européens. Et troisième raison, c'est aussi pour une question d'accessibilité, parce que cet ETF américain et les autres ETF américains ne sont pas forcément accessibles chez votre courtier ou votre banque. Et lorsqu'ils sont, il y a souvent des surcoûts. Et c'est des choses qu'on a envie d'éviter, Donc la solution, c'est plutôt d'utiliser un ETF européen en euros. Donc il existe plusieurs options, mais une option est intéressante, c'est un ETF émis par Lyxor qui s'appelle Lyxor PEA Nasdaq 100. Alors c'est celui-ci. Alors pourquoi celui-ci parmi d'autres ? Première raison, c'est parce qu'il est émis par Lyxor. Lyxor, c'est une filiale de la Société Générale. Comme vous le savez, la Société Générale, c'est une des principales banques européennes. Donc ça en fait une solution qui est fiable. Une autre raison, c'est que cet ETF a un coût annuel qui est assez faible. Ici, il est de 0,3% par an. Donc c'est très raisonnable, 0,3% par an. Et troisième raison, c'est parce que cet ETF est éligible au PEA. Alors le PEA, si vous ne connaissez pas, c'est en fait une enveloppe, une solution pour investir en bourse qui va vous permettre d'avoir un taux de taxation un peu plus faible au bout de quelques années de détention des actions. Et au lieu d'avoir 30% sur la plus-value qui est le standard en France, vous aurez quelque chose comme 17 ou 18%. Enfin en tout cas c'est le cas en 2020. Vous pouvez en fait globalement penser comme au PEA, c'est une sorte de livret mais pour les actions. Donc sur ce site, on a différentes informations. Donc, on a une présentation générale de cet ETF et du Nasdaq 100. On a le prix de l'ETF à la date du 21 août 2020. Donc, on peut voir que c'est 37,58 €. Donc, c'est le montant qu'il faut que vous payiez pour avoir une part, un titre de possession de cet ETF-là. Que dire de plus ? Si on va dans la section performance et qu'on dézoome, on a un graphique qui ressemble à peu près au précédent, et puis même en fait qui ressemble exactement parce que les deux répliquent le même indice, donc QQQ et celui-ci de Lyxor. Donc c'est normal que la performance soit similaire. Par contre, vous pouvez voir que ça ne va que jusqu'en 2014, et ça s'explique par le fait que cet ETF n'a été créé seulement qu'en 2014. Par contre, si on regarde, on a l'historique sur 5 ans qui est disponible et on peut voir une petite variation entre en fait la performance réelle du Nasdaq et celle de cet ETF, et ça s'explique par la différence de conversion entre euro-dollar et aussi la manière qu'a cet ETF de répliquer le Nasdaq 100. Mais globalement c'est quasiment la même performance et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que on a accès à un ETF qui est pour un coût assez faible qui permet de répliquer le Nasdaq 100 et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, si vous ne connaissez pas trop les ETF et la bourse, il faut que je précise une chose, c'est que pour pouvoir acheter cet ETF et de manière générale des actions, il faut que vous ayez un courtier. Alors, un courtier, c'est une entreprise qui donne accès à la bourse et qui permet d'acheter et de vendre des choses. Et si vous n'avez pas accès à un courtier, ça fonctionne également si vous avez une banque en ligne, parce que souvent les banques en ligne ont également en fait un courtier, elles se font banque plus courtier. Donc si vous avez une banque comme Boursorama, ça peut faire l'affaire. Et en fait les autres banques, type Société Générale et autres, ont également des courtiers, mais je vous déconseille parce que les frais vont être importants. Donc voilà, c'est quelque chose à noter, mais j'aurai l'occasion de revenir sur le sujet des courtiers. Alors en récapitulatif, on a vu que le Nasdaq c'est deux choses. C'est une bourse américaine basée à New York, qui est surtout connue pour accueillir des entreprises technologiques, et c'est aussi des indices, notamment le Nasdaq 100.
Le Nasdaq 100 qui a eu une performance importante ces dernières années est supérieur à la plupart des investissements connus en France. La bonne nouvelle pour nous, c'est que sur les années à venir, il devrait continuer à avoir une performance supérieure à la moyenne des autres investissements. Et deuxième bonne nouvelle pour nous, c'est que grâce aux ETF, ces outils qui répliquent indirectement la performance des indices, on peut en fait investir pour un faible coût dans ces indices. Et ça, je trouve que c'est génial. Et je vais terminer sur ça parce que, contrairement à ce qu'on entend quelquefois dans les médias, notamment les médias français, la bourse n'est pas réservée à l'élite ou aux ultra-riches ou je ne sais quelle autre catégorie fantasmée. C'est réellement quelque chose de démocratique, accessible à vous et moi. Et je trouve génial qu'on ait accès en fait sans barrière particulière aux investissements qui sont parmi les plus intéressants au niveau mondial. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'investir dans les entreprises technologiques. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires et si ce n'est pas le cas, dites-le également en précisant pourquoi. Dans les deux cas, abonnez-vous. C'est le tout début de la chaîne. Comme j'ai mentionné dans cette vidéo, je ferai une vidéo dédiée à l'investissement immobilier et une vidéo dédiée aux entreprises technologiques. Mais je ferai également beaucoup de contenu qui n'est pas directement relié à l'investissement. Pourquoi? Parce que je pense que l'investissement n'est qu'un des facteurs qui détermine la réussite financière personnelle. Et à vrai dire, pour moi, c'est un des derniers. Par là, j'entends que si vous avez une vision déformée de l'argent ou que vous n'avez pas compris certains principes fondamentaux de la finance personnelle ou même que sur un plan pratique, vous n'arrivez pas à gérer votre argent aujourd'hui, apprendre davantage de choses sur l'investissement ne vous servira à rien parce que vous ne pourrez pas l'appliquer. Or, ce qui compte, c'est les résultats. Bref, si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager auprès de famille, contacts ou amis. Et sur ce, je vous dis à une prochaine.